Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Crime sur la Nationale 7, film radiophonique de Pierre Roland d'après le roman Illégitime défense de Pierre Signac, avec André Valmy dans le rôle de Villedieu, Louis Arbessier dans celui de Laërce et, par ordre d'entrée en onde, Pierre Vernier, Rosine Favet, Jacques Hilling, Geneviève Morel, Nelly Delmas, Gaëtan Jor, Lucienne Gibry, Marie-Jeanne Gardien, Henri Virlogeux, Ginette Franck, Jean Bollot, Raymond Pellissier et Maurice Chevitte. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Pantaloni et Sam Nieswiski. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Villedieu. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le directeur. Salut patron. Bonjour monsieur Villedieu. Bonjour. Bah dites donc, il a pas l'air de bon poil le patron. Oh, ça fait plusieurs jours que ça le tient, toujours dans la lune. On dirait un somnambule. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est le cerveau qui tourne pas rond. Quoi, il est en train de devenir louvetein? T'as pas remarqué cette cicatrice qu'il a au milieu du crâne? Ah si. Ah oui, je me demandais. Eh, ça fait 8 jours que je travaille dans la quincaillerie, moi j'ai encore beaucoup à apprendre. Ah là là. C'est une blessure de guerre. Un éclat de grenade au moment de la traversée du Rhin. Ouh, c'est mauvais ces trucs-là. Oh oui, puis il paraît qu'il a des tracas dans son ménage. Il s'entend pas avec sa femme? Oh, si on n'a pas idée, quand on est riche comme lui, d'aller s'amouracher d'une chanteuse de boîte de nuit. Et encore s'amouracher, ce serait rien. Mais se marier... Il est marié avec une chanteuse? Oh, elle chante plus. Les sous de Villedieu l'ont aidé à faire son chemin. Le théâtre d'abord, puis le cinéma. T'as peut-être entendu parler de Suzanne Morin? Suzanne Morin? Oui. Mais Eh ben, il se refuse rien le patron. Ouais, formidable cette femme-là. Tiens, je l'ai encore vue la semaine dernière dans un film. Du tonnerre qu'elle était. Hein. ouais. Eh ben à la ville, elle est encore plus batte que sur l'écran. Elle vient ici des fois? On compte pas là-dessus, petit. Elle a trop à faire dans les studios. Et le reste du temps, tu penses que ça l'intéresse pas de venir coller des étiquettes sur les paquets de boulons? Tu parles, oui. Et naturellement, le patron est cocu. Ah ben ça, ils m'ont pas fait leur confidence. Mais ce serait pas impossible. Dans ce milieu-là, tu sais. Oh, il faut toujours qu'on salisse la vie des artistes. Ah ben qu'est-ce qu'il y a, Mme Pugnot? Oh oui. Je sors du bureau de monsieur Villedieu. Vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a demandé. Ben quoi donc? Si monsieur Laërce était déjà arrivé. Non. Mhm. Eh ben ça alors. Alors je lui dis, vous savez bien qu'il a pris le train hier soir pour Rennes. Pour Rennes? Qui répétait d'un air ahuri. Vous avez discuté hier avec lui pendant plus d'1 heure pour savoir lequel de vous deux irait là-bas vérifier les comptes de la succursale. Et il répétait toujours, pour Rennes? Pour Rennes? Mhm. Ah, j'avais oublié. Je sais pas ce qu'il a ces temps-ci, mais il est pas normal, monsieur Villedieu. Allô? Les établissements Villedieu-Laërce à Rennes? Oui, monsieur? Ici, monsieur Villedieu. Pouvez-vous me passer monsieur Laërce? Tout de suite, monsieur. Merci. Ici, Laërce, j'écoute. Qui est à l'appareil? Ah, c'est toi, Jérôme? Ah, Arthur. Oui. Oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te voie le plus tôt possible. Eh bien, tu me verras demain. Je repars demain par le train de 8h10. Je serai à Paris dans l'après-midi. Non, il faut que je te voie aujourd'hui même. Mais... Aujourd'hui même, avant ce soir. Non, explique-moi ce qu'il y a, du moins. Non, c'est impossible par téléphone. C'est si grave? Oui, c'est une question de vie ou de mort. Oh, mais tu me fais peur. Écoute, vraiment, tu ne peux pas prendre de train avant demain matin. Écoute, il y a bien l'omnibus de 15h12, mais autant rentrer à Paris dans une brouette. Écoute, prends-le tout de même. Mais, mon vieux... Prends-le, moi je pars à ta rencontre avec la voiture. Descends au Mans. Au Mans, je t'attendrai à la gare. Mais pourquoi? Pourquoi? À tantôt, sans faute. Eh bien, mon ami, tu en as de joyeuses. Me donner rendez-vous au Mans pour m'emmener visiter le cimetière.
Ce que j'ai à te dire ne doit être entendu de personne. Oui, tout de même. Dans les cafés, il y a beaucoup trop d'oreilles indiscrètes. J'ai pourtant une de ces soifs. Ici, on ne sera pas dérangé. Oui, enfin, calme-toi, mon vieux, calme-toi. Je parie qu'il s'agit de Suzanne. Il s'agit de Suzanne. Ah, évidemment. Elle t'a quitté. Il y a longtemps que je m'y attendais. Oui. Oui, elle m'a quitté, oui. Oui. Oh, j'étais couru, mon pauvre vieux. Cette femme-là tenait à toi pendant que tu la tirais de la mistouffe. Et maintenant qu'elle n'a plus besoin de toi, mais c'est normal. Tais-toi, je t'en prie, Jérôme, tais-toi. Suzanne m'a quitté pour toujours. Mais oui, j'entends bien. Moi. Elle est morte. Quoi? Je l'ai tuée. Oh, bon Dieu. Oh. Tu sais, Jérôme, on peut pas savoir comment on tue facilement. Oh, je comprends, mais tu m'aurais foutu un coup de poing dans l'estomac. Oh mon Dieu, ce serait pas pire. Oh là là. C'est pour ça que j'ai insisté, tu comprends? Il fallait que je me confie à toi tout de suite. Attends que je mette un peu d'ordre dans tout ça. Non, regarde si personne ne vient, regarde. Personne, mais non. Je te jure, j'ai entendu quelqu'un. Mais non, c'est le vent. Allez, parle, raconte-moi. Oui, ça y est, il le faut. Voyons, est-ce que je t'ai dit d'abord que nous avions reçu l'autre jour un télégramme de Montargis? Oh, bien sûr que tu me l'as dit, et pas qu'une fois. Pendant 4 jours, tu n'as cessé de revenir là-dessus, comme un malade qui délire. Comment je t'ai raconté ça exactement? Oh, écoute, samedi dernier, tu m'as dit, nous avons reçu un télégramme de la tante Alice, la mère de ma femme est au plus mal, je crois, enfin, quelque chose comme ça. Je t'ai dit à quel moment Suzanne devait partir pour Montargis? Ah non, la première fois, tu ne savais pas au juste quand elle pourrait se rendre libre, le soir même, si on la laissait s'échapper, mais peut-être pas avant 2 ou 3 jours à cause de son film. Après, quand je te questionnais, tu répondais qu'elle était déjà à Montargis et que tu n'avais pas de nouvelles. Je t'ai pas précisé... quel moyen de locomotion elle avait emprunté? Enfin, je veux dire, si elle avait pris le train ou si je l'avais conduit. Non, tu m'as rien dit du tout. Et puis, je me serais bien gardé de t'interroger. Tu avais ton air des mauvais jours, enfin, l'air que je connais bien. Tu étais bizarre. Je n'osais pas trop insister. Je pensais, il a des ennuis avec sa femme. Et du moment qu'il ne me dit rien, c'est qu'il n'a rien à me dire. C'est moi qui ai conduit Suzanne à Montargis. Ah? Oui. Écoute, il me semble qu'on a marché là-bas. Mais non, allez, continue. Oui, tu vas tout savoir, tu vas tout savoir. Oui. Chaque détail, chaque geste remonte en moi avec une netteté extraordinaire. Tu vois, je suis au volant de ma voiture. Suzanne est assise à ma droite. À quelle heure nous avons quitté Paris, ça je ne saurais pas le dire exactement. Il fait nuit. Il pleut. Oui. Et la route est glissante, alors... Enfin, nous avons traversé la forêt de Fontainebleau à une allure prudente. Et puis parfois, je demande l'heure à Suzanne, qui regarde son bracelet montre, et puis retombe dans ses méditations. Depuis le départ, elle n'a presque pas desserré les dents. Enfin, c'est bien naturel qu'elle soit inquiète. Dans quel état allons-nous retrouver la pauvre vieille? Tu ne pourrais pas rouler un peu plus vite? J'ai un pressentiment. Enfin, si nous rentrons dans un arbre, ça n'arrangera rien. Aussi, quelle idée de s'embarquer en pleine nuit par un temps pareil. Tu oublies que je n'avais pas de train avant demain matin. Quelle heure as-tu? 1h moins le quart. Si tout va bien, nous serons à Montargis dans une demi-heure. Il part toujours pour le Brésil, ton Léo Prénom? Quelle question? Les extérieurs du film doivent être réalisés au Mato Grosso. Et toi? Oh, écoute, là, tu exagères. Je t'ai répété 100 fois que je ne rejoindrai les autres qu'en février. Je n'ai que quelques jours à faire. Ouais. Combien de temps comptes-tu rester à Montargis? Ça dépendra de la santé de maman. Oh, de toute façon, pas plus de 3 jours. Pas plus de 3 jours. Alors je me demande pourquoi tu t'es encombré de cette énorme valise. On croirait que tu pars en tournée. Mais parce que j'emporte quelques vieilles robes qui feront le bonheur de tante Alice et de maman. Enfin, je l'espère pour maman. Dis donc, si tu es obligé de rester 3 jours à Montargis, tu pourras pas dire au revoir à tes camarades? Allez au prénom, surtout. Tu veux que j'aille lui souhaiter bon voyage à ta place? Mais qu'est-ce que ça signifie? Rien. Tout de même curieux, ça. Chaque fois que je te parle de Léon Prénom, tu t'emballes. Mais parce que tu emballes sur un ton qui ne me plaît pas. C'est dommage. Et moi, il me plaît pas que tu sois toujours fourré avec ce type. Mais ben, ce type me fait travailler.
C'est l'un des premiers metteurs en scène de la nouvelle vague. Oh. Il est absolument ridicule d'être genouillé au prénom. Tu devrais savoir que avec ces hommes-là, ça ne va jamais très loin. Oui, ben un peu trop loin à mon gré, ma petite Suzanne. Non, Suzanne. Je trouve ça lamentable. Mais qu'est-ce qui est lamentable? Mais des scènes. Des scènes comme celle-ci, nous deux, quoi. Quand je pense qu'il y a à peine 5 ans. Ah, voilà le bouquet. Tu regrettes de m'avoir aidé à devenir ce que je suis. Peut-être, oui, peut-être. Tu préférerais que je sois encore dans un cabaret minable. Oui, oh, mais ça, je me demande souvent si ça n'aurait pas été préférable. Avec tout l'argent que je gagne, on aurait pu être heureux. Madame Villedieu, marchande de clous. Merci, mon pauvre Arthur. Ah, écoute, ne m'appelle pas mon pauvre Arthur, je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ralentis? Non, je ralentis pas, je m'arrête. Je m'arrête le temps de souffler, de se calmer. Écoute, Suzanne... Mais moi, ça me fait beaucoup de peine, toutes ces chamailleries idiotes. Suzanne, ma petite femme, quoi. Mais il faut pas m'en vouloir, moi, tu sais bien que je t'aime. Oh oui, je sais. Bien, alors embrasse... Oh, mais Non, t'en vois là des manières. Mais enfin, quoi, j'ai pas le droit d'embrasser ma femme. Écoute, Non. mais... Laisse-moi. Ah, ça, oui, oh, bien sûr. Si c'était le beau Léo Prénom, ça, hein. Ah oui, ah, tu as beau taquiner cette poignée de portière, là, tu sortiras pas. Et puis ça va pas se passer comme ça. D'abord, je veux savoir ce qu'il y a dans ta valise. Alors, donne-moi la clé tout de suite. Je te défends d'ouvrir mon Oui, bien sac. ça, je le passerai de ton autorisation, ma belle. Voilà. Ah, je m'en doutais, tiens. On fait de vieilles nippes pour les bonnes femmes. C'est pour la tante, hein, sans doute, la robe du soir en satin. Pour ta mère, les parures en dentelle. Tiens, et le coffret de bijoux. Tu l'emportes aussi. C'est indispensable pour veiller une mourante. Ma parole, c'est pas un enterrement que tu vas, c'est à la noce. T'as pas l'intention de revenir, c'est ça? Écoute, je vais t'expliquer. Mais m'expliquer quoi? Que tu vas te dépêcher de mettre ta mère dans le cercueil pour rejoindre le cinéaste? C'est ça, hein? C'est ça, dis, c'est ça. Mais ben les gens qui passent sur la route se frient de tes saletés, mais c'est toi. C'est toi. Je crierai encore plus fort, là, si tu continues à me faire mal. Et puis si tu veux savoir toute la vérité, hein, eh ben Léo Prénom est mon amant. Je l'aime. Et tu as deviné, ben je vais partir avec lui, là. Casse. Oh, tiens, voilà ce que tu es. Tu vas te faire. Dégoûte avec ta moustache, ton crâne cabossé, tu me dégoûtes. Tu vas te faire, bon Dieu. Tu vas te faire, bon Dieu. Tu vas te faire. Elle est plus vite que moi. Elle réussit à ouvrir la portière et à se glisser hors de la voiture. Oui. Déjà, elle est sur le talus. Je la vois se baisser. Alors je me précipite. Et maintenant, elle me fait face en hurlant de terreur. Calme-toi. Là-bas, il y a des phares. Oui, tais-toi. Une autre voiture qui vient. Mais qu'elle se taise, bon Dieu! Qu'elle se taise! Alors, j'essaie de la bâillonner. Alors, elle me frappe à la tête. Avec une grosse pierre qu'elle a ramassée. De toutes ses forces. Juste à l'endroit de ma cicatrice. Alors, j'ai peur de m'évanouir. Mais qu'elle se taise, bon Dieu, qu'elle se taise donc! Qu'elle se taise! Alors, je serre avec son écharpe, je serre, elle se débat. La voiture est sur nous. Elle est passée sans ralentir. Elle est déjà loin. Alors je reste un moment incapable de faire un geste. Suzanne est à mes pieds, je la crois évanouie. J'essaie de la soulever pour la porter dans la voiture. Je comprends qu'elle est morte. Voilà. Si une voiture s'était présentée à ce moment-là, je me serais élancé pour réclamer du secours. Mais... ça aurait été idiot, quoi. Il n'y avait plus rien à faire puisqu'elle était morte. Elle était morte. Définitivement morte. Quelle histoire lamentable. Quoi Regarde là-bas, la petite vieille avec son parapluie. Mais non, elle s'en va. Elle ne nous a même pas vus. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Après? Oui. Ce que j'ai fait... Oh. Oui, oh, ça a été le plus affreux. Je grelottais de peur, de froid. Je me disais, ça y est, je suis un assassin. On va me trouver là, près de ma femme étranglée. Alors, inutile de parler d'accident, de suicide. Dans notre entourage, tout le monde doit savoir que Léo Prénom est son amant. Les soupçons vont d'abord se porter sur moi. La prison, les assises, l'échafaud. Alors, quoi? Faire disparaître le cadavre? Je voyais pas d'autre solution. À peu de distance de la route,
il y avait un bois touffu. Oui. C'est là que je l'ai porté. Je l'ai jeté dans un fossé. Un fossé plein d'eau. J'ai repris la direction de Paris. Voilà. Oh, mon pauvre vieux. Quel jour cela s'est-il passé? Je sais pas. Quoi? Comment ça? Non, je sais pas. J'ai beau me recreuser la cervelle, je sais que j'ai étranglé Suzanne, c'est tout. Je sais pas quand. J'ai aucun souvenir. Ça alors. Mais j'étais prévenu, le chirurgien de l'hôpital de Saint-Dié qui me soignait après ma blessure en 45 m'avait assuré qu'il n'y avait pas de complications graves à redouter dans l'immédiat, peut-être plus tard des petites pertes de mémoire, même pas la véritable amnésie. Ou alors, dans plusieurs années, vers la soixantaine. Ouais. Tu as 39 ans, et alors? Oui, mais il m'avait bien recommandé de toujours me protéger la tête. Un coup de soleil à un choc pouvait avoir des conséquences sérieuses. Oui. Les coups qu'elle t'a donnés sur la tête, probablement. Oui, sans doute, oui. Enfin, les dernières images un peu précises qui restent dans ma mémoire se rapportent à la soirée de vendredi. Oui, vendredi, nous avions assisté, Suzanne et moi, à une générale dans un théâtre. Depuis, c'est comme si j'avais dormi. Nous sommes aujourd'hui quel jour? Mercredi. Bon. Ainsi donc, tu as complètement oublié ce que tu as fait samedi, dimanche, lundi et mardi. Ah oui, complètement. Complètement. Le noir absolu. Oh, c'est fantastique. Le bois, la route. Oui. Le petit étang. Mais immédiatement avant, immédiatement après, rien. Rien, le néant. C'est extraordinaire. C'est seulement la nuit dernière que j'ai eu cette révélation. Pourtant, tu me demanderais à quelle heure je suis rentré me coucher hier soir, ça je saurais pas te répondre. Non, mais hier soir, tu devais aller à cette conférence de la salle des ingénieurs civils qui a lieu le premier mardi de chaque mois. Hein? Mais oui, tu me l'as assuré quand je t'ai quitté pour aller prendre mon train. Oui, mais voilà. Est-ce que j'y suis allé? Je suis rentré chez moi? Mais je sais même pas quand. Il me semble que j'avais la tête douloureuse, une sorte de fièvre. Est-ce que j'ai dormi? Je sais pas. Écoute. Tout d'un coup, écoute. Tu vois, tout d'un coup, je me suis revu au volant de la voiture. Et alors là, tout a recommencé. Non. Je commence à croire que tu as fait un cauchemar, tout simplement. Si seulement tu pouvais dire. Non, mais c'est normal. Le départ de Suzanne t'a flanqué un choc. Ton imagination a travaillé. Non, et je suis sûr, tu entends, que si tu retournais sur la route de Montargis, tu ne retrouverais ni bois, ni fossé, ni cadavre. Mais je retrouverais l'endroit précis. Nous étions à la hauteur d'une borne, Montargis, 7 kilomètres. Et je peux te dire l'heure exacte. La montre bracelet de ma femme. Oui, le verre s'était brisé pendant la bagarre. La montre bracelet était arrêtée à 11h58 minutes. L'heure probable de sa mort. Non, une hallucination peut-être. Mais tiens, oui, mais non, un cas de veux-tu une preuve matérielle? Tiens, regarde. Mon gant. Eh bien, oui, quoi? J'avais pas retiré mes gants. C'est la grosse pierre dont Suzanne s'était armée qui a produit ces éraflures. Non, mais non. Écoute-moi, Arthur. Écoute, non, je ferais mieux d'aller me constituer prisonnier tout de suite. Mais tu es fou, tu as envie de te finir sur la guillotine? Ah oui, je sais bien, tu as agi sans préméditation, un coup de colère, tu avais quelques motifs n'être pas content. Mais alors, le reste de ton existence dans une centrale? Ah non, charmante perspective. J'ai peur, Jérôme. Non, mon vieux, tu ne dois pas capituler. Non, il faut lutter. Oui. Et quand on t'aura coupé la tête, ça ne fera pas revivre cette pauvre Suzanne. Non. Remarque que si tu tiens absolument à être puni, sois tranquille, tu le seras, hein. Oh, ça s'appelle le remords. Mais moi, je suis un grand égoïste. J'ai besoin de mon associé. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je suis perdu. Non, pas encore. Réfléchissons. Es-tu bien certain de n'avoir rien laissé sur le lieu du crime qui puisse déceler ton passage? Oui, enfin, instinctivement, j'ai prévu ça. Avant de repartir, j'ai brouillé la trace de mes pas dans le sol bout. Et puis la pierre. Oui. La pierre dont c'était sûr. Qu'est-ce que tu en as fait? Eh bien, je l'ai jetée au loin. Et comme j'ai gardé constamment mes gants, je crois pas qu'on puisse trouver des empreintes. Bon, bien. Et peux-tu affirmer que ce soir-là, personne ne t'a vu partir en voiture avec ta femme? Ah oui. Enfin, tu sais où j'habite. Je mets ma voiture dans un petit garage particulier au fond du passage. Je sors et je rentre quand je veux. Il n'y a jamais personne. Et sur la route? Sur la route... Enfin, plusieurs voitures nous ont croisés, bien sûr, mais enfin, on note pas tous les numéros de toutes les autos qu'on rencontre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découvrir le jour exact.
À partir du moment où nous aurons la certitude que sur les 4 soirées, il y en a 3 où des gens t'ont vu quelque part à Paris, eh bien la 4e sera forcément la bonne. Oui, et après? Après, eh bien, on arrivera à te fabriquer un alibi indiscutable pour le soir en question. Au besoin, je certifierai que nous avons passé la nuit ensemble. Et Estelle dira comme moi. Tu crois que ta femme... Estelle, la plus chic fille du monde. Elle a beaucoup d'estime pour toi. J'aurais jamais osé te demander une chose pareille. Tu sais, j'ai voulu te voir pour te raconter, pour oui, te confier, pour te demander des conseils, mais pas ta complicité. Non, mais idiot. Tu es idiot. Oui, tu m'as sauvé la vie. Est-ce que tu as oublié aussi ce léger détail? Moi, je vois toujours le tank Bosch qui arrivait sur moi. Non? Je renvoie l'ascenseur, c'est tout. Mais Jérôme, mais c'est pas pareil, Jérôme. À ce moment-là, nous étions 2 pauvres bougres qu'on voulait assassiner. Aujourd'hui, je suis tout seul. Mais je suis un assassin, tout seul. Tais-toi, fous-moi la paix. Hein? Pas de parole inutile. Nous allons arriver à Paris trop tard pour faire quelque chose ce soir. Mais... dès demain matin, tu te mets au boulot. Qu'est-ce que je veux que je fasse? Aussi, consulte tes agendas de rendez-vous. Précipite-toi chez les gens avec qui tu as l'habitude de passer tes soirées. Oui. Et trouve des prétextes. Enfin, il faut à tout prix que tu saches où tu as passé ces 4 soirées-là. Et espérons qu'on ne retrouvera pas le corps avant. Oui, espérons-le. Parce que je suis sûr que dans le sac de Suzanne, les policiers trouveront le petit carnet sur lequel elle notait les faits importants de chaque jour. Mais où est-il, ce sac? Hein? Ben, il est avec elle dans le fossé. Je l'ai jeté sans l'ouvrir. C'est embêtant, ça. Entrez! C'est vous, Madame Bougnot. Bonjour, monsieur Villedieu. Est-ce que monsieur Laher s'est arrivé? Ah non, pas encore. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer, cet animal-là? Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour la commande de Château-Thierry. Vous savez, les tire-fonds. Le magasinier dit que la série est épuisée. Bon, on verra. Vous vous en occupez? Oui, je m'en occupe. Et restez pas là planté comme ça, au milieu du bureau. Retournez à votre travail. Oh bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il fiche? Il est bientôt 11 heures. Enfin, toi. Bonjour, Arthur. Voilà plus d'1 heure que je t'attends. J'ai du nouveau à t'apprendre. Moi aussi. Voilà, je suis fixé maintenant sur mon emploi du temps de mardi. Oui, tu as assisté à la réunion de la salle des ingénieurs civils. Oui. Mais j'en étais sûr. Et de bonne heure ce matin, j'ai téléphoné à des collègues qui assistent régulièrement. J'ai donné comme prétexte que je ne savais pas où j'avais laissé ma serviette et que je craignais de l'avoir oubliée là-bas. Alors? Eh bien alors, tous m'ont certifié que je ne l'avais pas. S'ils m'ont vu sans serviette, c'est qu'ils m'ont vu. Évidemment. Et l'un d'eux m'a même rappelé que nous étions partis ensemble vers minuit 20. Bon, voilà déjà une soirée qu'on peut éliminer. Moi, je t'en apporte une autre. Non, écoute, parle-moi fort, je t'en supplie. Attends. Où vas-tu? Ah oui, je comprends. Oui. Non, mais cette mère Pougnot est très capable d'écouter aux portes. Oui. Bon, alors tu disais? Que je t'apportais des renseignements sur une autre soirée. Laquelle? Celle de dimanche. Qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Alors, figure-toi que tout à l'heure, en passant rue de Rome, j'ai rencontré ton vieux camarade Bourdieu. Je le voyais même pas, je l'ai bousculé en passant. C'est lui qui m'a retardé. Nous avons bavardé un moment. Il m'a demandé comment tu allais, parce que dimanche, il ne t'avait pas trouvé bonne mine. Il m'a rencontré dimanche. Mais tu as passé l'après-midi entière chez lui, il t'a retenu à dîner, ensuite vous êtes allés au cinéma, vous vous êtes séparés vers 1h moins le quart. Tu es bien sûr qu'il ne s'est pas trompé de semaine. Mais non. D'ailleurs, quand il t'a demandé des nouvelles de ta femme, tu lui as répondu qu'elle était à Montargis. Il a eu l'impression que tu n'en étais pas très sûr. Alors, tu vois que nous n'avons pas trop mal travaillé déjà. Il ne nous reste plus que 2 soirées à éplucher. Le samedi et le lundi. Samedi et le lundi, mon Dieu, ma tête. Non, calme-toi, je t'en prie. Pourquoi ne cherches-tu pas du côté des amis de Suzanne? Imagine que quelqu'un l'ait vu dimanche. Cela nous permettrait d'éliminer encore le samedi. Mais qui, alors? Léo, prénom, par exemple. Ah non, ça jamais. Bon. Alors tu pourrais peut-être avoir des tuyaux par ce directeur de théâtre que Suzanne connaissait, là, tu sais bien, celui qui habite Auteuil. Martineau? Oui, c'est ça. Encore un zigoto, celui-là. J'ai jamais pu l'encaisser. On rencontre chez lui une bande de loupés qui gravitent autour de 2 ou 3 arrivés avant l'heure. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais ils se croient tous du génie, méprise. Pensez, c'est un vulgaire quincaillier. Tout de même, mon vieux, fais un effort. Va voir ce Martineau. Voilà, monsieur Martineau, je commence à être inquiet au sujet de ma femme. Oui, vous voulez dire que vous n'avez pas de nouvelles de Suzanne? Elle est partie chez sa mère, n'est-ce pas? Vous êtes au courant? C'est vous qui me l'avez dit samedi soir, ici même. Je suis venu chez vous? Samedi soir? Tenez. Ces gants. Vous les reconnaissez? Oui,
Oui, ils sont à moi. Et vous les avez oubliés ici en vous en allant. Vous n'allez pas me dire que vous avez perdu la mémoire. Si, justement, un peu. Enfin, ça m'arrive. Ma blessure. Ah. Suzanne a dû vous en parler. Oui, c'est vrai. Elle prétendait même qu'un choc violent à l'endroit de votre cicatrice pouvait provoquer une amnésie complète. Vous seriez-vous cogné par hasard? Cogné, non. Enfin, c'est-à-dire si, j'ai fait une chute chez moi. Je me suis pris les pieds dans un tapis. Enfin, c'est un accident ridicule. Oui. Mais de grâce, apprenez-moi ce que je suis venu faire ici samedi soir. Eh bien, notre ami Gignac, l'auteur bien connu, devait nous lire sa dernière pièce. Alors, votre femme nous avait prévenu qu'elle viendrait seule, comme d'habitude d'ailleurs. Vous étiez invité aussi, mais ce genre de choses vous intéresse beaucoup moins que la belote ou la pêche à la ligne. Monsieur... sur le coup de 9 heures, qui voyons-nous apparaître? Moi? C'est donc que vous le savez. Mais je le retrouve parce que vous me mettez sur la voie. Peut-être suis-je venu pour présenter les excuses de Suzanne? Exactement. Mais j'aurais pu me contenter de vous téléphoner. Oui, c'est ce que nous avons tous pensé, et c'est à ce moment que vous nous avez appris le départ de Suzanne. Elle vous avait chargé de venir écouter la pièce et de lui en rendre compte à son retour. Et alors, j'ai écouté? Ça vous étonne. Remarquez bien que cela nous a étonnés aussi. Alors vous vous êtes installé dans ce fauteuil, et vous avez écouté. Vous ne vous êtes même pas endormi. Vers 1h du matin, vous êtes parti sans avoir proféré 10 paroles et en oubliant vos gants. Mes amis seraient là, ils ne pourraient rien vous dire de plus. Et maintenant, je ne vous retiens pas, monsieur. Voilà ce que j'ai appris chez Martineau, mes chers amis. Ah, tu vois que ça valait le dérangement. Oui. Oui, mais ce que j'arrive pas à comprendre, ce sont les regards de haine qu'il me jetait en me parlant. Oh, tu sais. Ben ça, je me demande ce que j'ai bien pu lui faire, moi, ce gars-là. Qui m'aime pas, qui me méprise. C'est son droit. Mais pourquoi cette haine? Mon pauvre Arthur, mais ça n'a aucune importance. Bon, le principal, c'est que vous sachiez ce que vous avez fait samedi soir. Mais ma femme a raison. Récapitulons. Samedi, Martineau. Dimanche, Bourdiol. Mardi, ingénieur civil. C'est donc lundi que la chose a eu lieu. Oui, il faut bien l'admettre. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Non, ben c'est pas compliqué. Nous dirons que vous avez passé la soirée de lundi avec nous dans cet appartement. Et même une partie de la nuit. Non mais voyons, Estelle, tu n'y penses pas. Tu sais bien que ce soir-là, nous avons reçu toute la bande à Paulin, une dizaine de personnes. Tous ces gens-là ne consentiront pas à faire un faux témoignage, même pour tes beaux yeux, ma chérie. Et Grébille? Grébille? Oh, merveilleux. Je commence à comprendre que... Qu'est-ce que c'est que ça, Grébille? Un copain que je n'avais pas rencontré depuis des années. L'autre jour, il me saute au cou, alors je l'invite. Mon pauvre ami, quand il est arrivé, il était dans un état noir comme il n'est pas permis. Heureusement, c'est moi qui lui ai ouvert la porte. Et voyant qu'il n'était pas présentable, je l'ai poussé directement dans la chambre d'amis pour qu'il s'allonge. Personne ne l'a vu, même pas la bonne. Mais tu as du génie, ma chérie. Et vous allez voir comme tout ça s'arrange bien. Nous avions annoncé à nos invités que nous attendions un ami de Jérôme. Mais quand il a été là enfermé dans la chambre, nous leur avons dit qu'il venait d'arriver et qu'un malaise l'avait pris. Personne ne le connaissait. Son nom n'avait même pas été prononcé. Alors la fête continua. Eh ben, mon vieux, tu as entendu ce que ma femme vient de dire. Le nom de l'ami n'a jamais été prononcé. Eh bien, cet ami peut très bien s'appeler Villedieu. Alors, tu comprends? Le voilà, votre alibi. Vous êtes des gens formidables. Bon, Estelle et moi, nous soutiendrons mordicus que tu as passé la nuit chez nous. Et même si nous disons que tu étais un peu saoul quand tu es arrivé, qu'est-ce que ça peut faire? Oh, merci, mes amis, merci. Vous êtes épatants, tous les deux. Vous êtes épatants. Oui, enfin, tout ça c'est très joli, mais je ne sais pas si nos 2 seuls témoignages seront suffisants. Pourquoi? Un mari et une femme, ça dit exactement la même chose ou exactement le contraire. Dans les 2 cas, ce qu'ils disent peut paraître suspect. Non, il nous faudrait quelqu'un d'autre. Oh, j'y suis. Léontine. La bonne? Oh, elle est complètement idiote et par surcroît, elle n'a rien vu. Mais, qualités essentielles du témoin parfait. Oh, mon cher Arthur, vos histoires de serviettes égarées et de gants retrouvés chez Martineau me donnent une idée. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Attends. Pouvez-vous me confier un de ces menus objets dont les messieurs se servent pour déformer leur complet et qu'ils oublient si facilement? Un porte-cigarette, une pipe, un canif. Ce briquet, ça irait? Ah, très bien. Non, craignez rien, on vous le rendra. Tu reviens tout de suite. Bon, donne-moi ton verre, Arthur. Où est-elle partie? Oui. Elle a son idée, crois-moi. Allez, bois, mon vieux, à ta santé, vieux frère. Dis-moi, Jérôme, votre bonne... C'est pas une fille qui écoute au porc. Oh, décidément, c'est une manie. Non, rien à craindre. Du reste, je crois qu'elle est un peu dure de la feuille. Voilà.
ça y est. Ah, alors raconte-nous ça. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous allez voir. Léontine! Léontine! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Mais ici, voulez-vous? Voilà, madame. Qu'est-ce qu'il y a pour le service de madame? Dites-moi, Léontine, l'autre matin, quand vous avez refait la chambre d'amis, vous n'avez rien trouvé? Si j'ai rien trouvé, ben, je sais pas. Probable que j'ai trouvé le temps long. Oh. Non, c'est pas ça que je vous demande. Non, mais n'auriez-vous pas trouvé un objet oublié par quelqu'un? Un briquet, par exemple. Un briquet? Oui. Oh, ma foi, non. Et pourtant, vous savez bien, madame, que je récure toujours dans tous les recoins. Écoutez, Léontine, vous devriez retourner dans cette chambre. Peut-être derrière un meuble, dans le fond d'un tiroir. Un briquet que vous dites? Oui. Ah, je dois toujours aller voir, hein. C'est ça. C'est comme tous les fous, il faut jamais les contrarier. Et voilà notre brave Léontine qui s'en va faire sa petite partie de cacheton. Oui. C'est un jeu qui ne doit pas être au-dessus de ses facultés. Tu as des inventions diaboliques, ma chère. Oh, bon, avouez que c'est pas méchant. Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Le voilà. Eh bien, vous pouvez dire que j'ai l'œil. Dans le fond d'une potiche que je l'ai retrouvé. C'est rigolo, hein? Le voilà, ce briquet. Oh, mais mon cher Arthur, vous devez être content de retrouver votre bien. C'est un très beau briquet. Oui, c'est un souvenir, je suis très content. C'est à M. Villedieu, ce briquet-là? Oui. Oh, ben, par exemple. Mais M. Villedieu est donc rentré dans la chambre d'amis? Mais depuis quand? Oh, ben, où avez-vous la tête, Léontine? Ben, voyons. Lundi soir, souvenez-vous. Lundi soir. Ben, le soir où nous avons reçu nos amis. Mais M. Villedieu n'est pas venu. Comment ça, il n'est pas venu? C'est monsieur qui a été lui Mais ouvrir. voyons, Léontine, vous étiez occupée dans votre cuisine. Ben, je me rappelle bien qu'on a sonné. Quand j'ai entendu la sonnette, j'ai glissé un coin d'œil dans la fente de ma porte. Vous voyez bien. Mais c'était un bonhomme que monsieur a été obligé de prendre sous le bras pour le faire entrer dans la chambre tellement qu'il était sous. Oh, Léontine, je vous prie de ménager vos expressions. Monsieur Villedieu était fatigué, c'est tout. Fatigué, si vous voulez, mais j'ai pas reconnu monsieur Villedieu. Le monsieur fatigué, il avait de la barbe. Vous avez mal vu, Léontine, à travers la fente de la porte. C'était une écharpe noire qu'il avait autour du cou. Voilà. Sacrée Léontine. Ouais. Elle avait dû échantillonner un peu mon champagne. Votre saleté de champagne? Oh, ben, j'aime pas ça, moi. Quand je me fatigue, c'est plutôt avec du gros rouge. En tout cas, Léontine, je suis très content de retrouver mon briquet. Et pour vous prouver ma satisfaction, voici une petite récompense. Oh, monsieur Villedieu est bien bon. Fallait pas quand... Oh non, vraiment. Bah, enfin, je vous remercie tout de même. Hein. Bon, alors, vous êtes convaincu maintenant que c'est bien monsieur Villedieu qui est venu lundi soir? Ça serait malheureux de dire le contraire à présent. Bien. Sûr que maintenant, si on me demandait si monsieur Villedieu est venu, eh ben, je le jurerais, la main sur le cœur. Très bien. Et même que je cracherais par terre. Mais il faut dire ce qui est, hein. Ah là, la boisson, est-ce que ça peut vous changer un homme? Oui. Qu'est-ce que vous voulez encore, Madame Pugno? Il y a dans le couloir un grand monsieur qui vous demande. Un grand monsieur? Tout noir, l'air pas commode. On dirait un gendarme en civil. Ce monsieur, vous le connaissez? Je connais pas tout le monde. Je crois bien que ce coup-ci. Bon, ben, faites-le entrer. Qu'est-ce que vous attendez, voyons? Voilà. Ah, mon cher Arthur, bonjour. Ah, le cousin Padgel. Eh ben oui. Tu m'as fait une jolie peur. Moi? Oh, pas possible. Si, je croyais que... Non, enfin, non, c'est rien. Eh ben, je t'avais dit que je passerais aujourd'hui pour acheter des clous et des vis dont j'ai besoin. Ah oui, c'est pourtant vrai. Ah ben oui. Excuse-moi, j'avais oublié. Mais assieds-toi un peu. Oui, oh. Chez toi, tout le monde va bien? Oh, ben, ma foi, tout le monde, oui, merci. Ta femme? Ma femme. Sa maman, t'as des nouvelles? Quand est-ce que je t'ai parlé de Suzanne et de sa maman? Oh, ben, écoute, donc, mon cousin te perd la mémoire. Mais quand? Ben, ma foi, le soir où t'es venu à la maison, voyons. Le soir, mais quel soir? Ben, le soir où nous avons fêté les 13 ans de ma petite Gisèle. C'était quand? Ben, lundi. T'as passé toute la soirée avec nous. Tu crois? Non, non, mais ça va pas, toi, mon vieux. Dis donc, faut soigner ça, hein? Attends. Le lundi de cette semaine? Oui. Ou le lundi de la semaine précédente? Écoute, tu m'inquiète. Mais mon petit cousin, on fête pas l'anniversaire de ma fille tous les 8 jours, alors. Alors... Non, excuse-moi, vieux. Je me rappelle que j'ai un rendez-vous qui peut pas attendre. Excuse-moi. Ma foi, oui. Madame Pugno!
Oui, monsieur Villedieu. Vous allez descendre avec mon cousin Padgel au magasin. Il a besoin de divers articles. Oui, monsieur Villedieu. Alors vous veillerez à ce qu'il soit bien servi. Pour la facturation, on verra plus tard. Bien, monsieur Villedieu. Merci, Arthur. Dis donc, surveille-toi, hein. T'as besoin de repos, Au toi. revoir. Embrasse bien tout ton petit monde. Oui, mes hommages à ta femme quand tu la verras, hein. Oui. Oui, oui, quand je la verrai, oui. Par ici, monsieur. s'il Oui. vous plaît. Oh, Par bah, ici. il est bizarre. Ah oui. Bizarre. Une minute, s'il vous plaît. Quoi? Monsieur Arthur Villedieu, n'est-ce pas? Oui. Police judiciaire. Veuillez me suivre. Mais laissez-moi au moins prévenir mon associé, monsieur Lyers. J'ai ordre de vous emmener immédiatement au quai des Orfèvres. Mais pourquoi je comprends pas. On a retrouvé votre femme, morte. Dans un fossé, sur la route, près de Montargis. Assassinée. Mais Alors, suivez-moi. écoutez, Soyez calme et tout se passera bien. Ah, voici Monsieur Padgel. Entrez, Monsieur Padgel. Oui, oui, Asseyez-vous. merci. Vous connaissez ces messieurs? Ah ben, je connais mon cousin Arthur Villedieu, mais ce monsieur, ma foi, je ne l'ai jamais vu. Son associé, Jérôme Laers. Bonjour, monsieur. Vous savez, vous pouvez fumer si le cœur vous en dit. Ah ben, merci, monsieur le commissaire. Messieurs, j'espère que nous nous mettrons facilement d'accord. Attention, jusqu'à maintenant, vous pouviez mentir, c'était permis. À présent, ça ne l'est plus. Je ne vous prends pas en traître. Les fausses déclarations, ça peut coûter cher. Monsieur Padgel, j'ai lu avec surprise celle que vous avez faite aux inspecteurs qui sont allés chez vous. Ben, je ne peux que vous répéter ce que je leur ai dit. Très bien, Monsieur Padgel, très bien. Mais écoutez un peu ce que nous raconte Monsieur Laers. Il prétend qu'il a eu chez lui, lundi soir, son associé. Que celui-ci a couché chez lui et n'est reparti qu'au petit jour. Ah ben, ça ne se peut pas, monsieur le commissaire. Ah pourtant, j'affirme, monsieur le commissaire. Ah, vous, Villedieu, je vous conseille de vous taire. Sinon, je vous fais boucler tout de suite. Non, laissez parler Monsieur Laers. Monsieur Laers, nous vous écoutons. Monsieur le commissaire, comme je l'ai déjà déclaré, lundi dernier, Villedieu est arrivé chez moi vers les 10 heures du soir. Plusieurs personnes pourront vous le confirmer. Il y a erreur, monsieur. Ce soir-là, c'est chez moi qu'il était. Je vous en prie, monsieur. j'ai pas l'habitude Messieurs, de voyons, mentir. alors, messieurs, un peu de plus. calme, s'il vous plaît. Eh bien, Monsieur Villedieu, puisque vous tenez tant à parler, vous avez la parole. Vous seul pouvez nous dire lequel de ces deux messieurs est en train de mentir. Le grand coupable, c'est moi, monsieur le commissaire. Oui, c'est moi. C'est bien chez mon cousin Padgel que j'ai passé la soirée. Non, pardonne-moi, Jérôme, mais il faut en finir. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Laers? J'ai menti, je l'avoue. Pourquoi avez-vous menti? Je ne pouvais pas refuser ce service à mon vieux camarade de guerre. Quel service ça lui rendait-il? Non, laisse, Jérôme, non. J'avais besoin d'un alibi, monsieur le commissaire. Un alibi? Pour vous couvrir de quoi? Mais, enfin, de ma femme assassinée. À ce moment-là, vous ne saviez pas que votre femme avait été assassinée? Ah, non. Non, bien sûr. Non, voilà. Non, je mélange tout. J'ai parfois des troubles de mémoire, monsieur le commissaire, il faut me pardonner. Ma femme avait disparu, vous comprenez? J'étais sans nouvelles, j'étais complètement affolé. Nous avions eu quelques jours plus tôt une scène très violente et elle l'avait certainement raconté à ses amis. Alors je me suis dit que s'il lui était arrivé un malheur, je serais immédiatement soupçonné. Ah, oui. Une petite question encore. Pourquoi supposiez-vous que votre femme avait été assassinée le soir? Je ne supposais rien. Seulement, dans la journée, j'étais presque constamment à mon bureau. Le personnel de la maison aurait pu en témoigner. Alors... Vous n'auriez pas eu d'alibi pour lundi soir que ça n'aurait eu aucune importance. Ce n'est pas ce jour-là que votre femme a trouvé la mort. Tenez, j'ai là, dans mon tiroir, quelque chose. Tenez, regardez. L'agenda de ma femme? Oui. Il a été retrouvé dans son sac à main. Madame Villedieu était une femme méthodique. Elle consignait régulièrement ses rendez-vous, son emploi du temps de chaque jour. Ce petit carnet nous a été très utile. Par exemple, nous lisons à la date du samedi 2 novembre. Ce soir, je ne pourrai assister à la lecture chez Martineau, je pars pour Montargis. C'est tout? C'est largement suffisant. Ça nous donne la date exacte du crime. Et les conclusions du médecin légiste confirment cette certitude. Mais monsieur le commissaire, samedi soir... Les événements de ce soir-là ont plus particulièrement retenu notre attention.
Pendant que mes collaborateurs vous interrogeaient, j'ai voulu entendre moi-même M. Martineau, et l'une après l'autre, les 5 personnes qui passèrent la soirée chez lui. Mais leurs témoignages concordent. Tous établissent à votre avantage un alibi sans fissure. La seule chose qui me chiffonnait un peu, c'était cette contradiction entre les dires de votre cousin et ceux de votre associé. Mais enfin, puisque la lumière est faite cette fois, je ne vois plus rien à vous demander. Monsieur Villedieu, vous êtes libre. Vous aussi, messieurs, vous pouvez vous retirer. Allons, lève-toi, mon vieux. Allons. Viens, mon ami. Non, pas encore, non. Je perds peut-être la mémoire, mais pas la raison. Il y a une chose que je sais et une autre que je n'arrive pas à comprendre. Oui, mais viens. Tu nous raconteras ça une autre fois. Monsieur le commissaire a autre chose à faire. Non, laisse-moi, Laërce. Si ma femme a été tuée samedi soir, c'est que Martineau et ses copains sont une bande de menteurs. Mais oui, pour le moment, allons-nous... Martineau ment. Les autres mentent, moi je vous le dis. Samedi soir, je n'étais pas avec eux, j'en suis sûr. J'étais sur la route de Montargis et j'étranglais ma femme. Martin, avertissez l'infirmerie spéciale. Monsieur le commissaire, je ne suis pas fou. Allons, viens. Je ne suis pas fou, l'assassin, c'est moi. C'est moi, monsieur le commissaire. Je ne suis pas fou, je vous jure. Oh, mais dis, fais-donc attention, et bougredonne, tu me marches sur les mains. Excusez-moi, monsieur, je vous avais pas vu. Monsieur? On m'a dit, tu te crois encore dans le grand monde, ma parole. M'appelle Jojo, et tout le monde, il me dit tu. À 4 heures du matin, au bord de la Seine, dis, on se parle pas à la troisième personne, non? T'as pas l'habitude, ça se voit. Hein. Avec ton air de chien perdu, non, mais dis, c'est que t'as l'idée d'aller dire bonjour aux poissons. T'as des ennuis? J'ai tué ma femme. Toi aussi? Oh, bah c'est marrant, alors. Si on voulait faire une association des veuves volontaires, on serait une fameuse équipe, tiens. La mienne, c'était une vraie enquiquineuse. Et en plus de ça, elle fricotait avec le commis du boucher. Oh, tous les voisins, ils ont dit que j'avais eu joliment raison, hein. Et même les juges, j'ai bien compris qu'ils pensaient la même chose. Non, ils m'ont pas félicité, bien sûr. Ça leur aurait peut-être attiré des ennuis, mais ils m'ont trouvé des tas de circonstances atténuantes. C'est bien que je m'en suis tiré avec quelques années de tôle, quoi. Et quand je suis sorti, je pouvais plus me souffrir entre 4 murs. Alors je me suis mis de la cloche, quoi. Tu sors de tôle? Non, ça s'est passé il y a 8 jours. Ah, alors on te cherche. Personne veut croire que je l'ai assassiné. Quoi? Ils m'ont envoyé à l'infirmerie spéciale. Oh, c'est donc que tu serais un peu dingue, quoi. Non, même pas. Le médecin a déclaré que j'étais pas fou. Du surmenage, des moments d'amnésie, c'est tout. Il m'a mis à la porte. Mais, et maintenant, tu sais plus où aller te pieuter, quoi. Non, je suis pas fou, moi, je sais bien que je l'ai étranglé, je le sais bien. Moi, c'était avec un fer à repenser. Dans ce temps-là, j'étais tailleur, hein. Tiens, il reste encore un peu de pinard dans mon litron, t'en veux? Non, merci. Non, faut pas te forcer, hein. Parce que quand on n'est pas bien, le vin, ça peut vous tourner sur le cœur. Alors, t'as tort, hein, il est fameux. Oh, j'ai une idée. On va monter tous les deux au hall, et si t'as des rangs, tu paieras un vieux jus à ton pote, hein. Ça nous chauffera le ventre. Parce que quand on est dans ton état, vaut mieux rester en compagnie, hein. Oui. Ah non, alors le boucan qu'ils font avec leur camion, tous ces marchands de choux. Oh, ça emboulette du chou, tous ces goinfres de parisiens, je te jure. Ben moi, je suis pas jaloux, hein. J'ai jamais été végétarien, alors. Je m'en cogne, moi, non. Non, mais, un bon sauciflard là, il y a un coup de rouge, voilà ce qui est bon pour l'homme. Non, mais, espèce d'ennui, qu'est-ce que tu fais? Mais traverse pas. Mais tu vas te faire écraser. Mais fais grave. Mais où tu vas? Monsieur Martineau, c'est très grave de revenir sur une déclaration. Oui, je le sais, monsieur le commissaire, mais un serment, c'est grave aussi. Nous avions juré à Suzanne de dire ce que nous avons dit. Vous aimiez beaucoup Madame Villedieu. Nous étions presque tous amoureux d'elle. Et 2 ou 3 d'entre nous
avait rêvé de l'épouser. C'est pourquoi vous détestiez si cordialement ce pauvre Villedieu. Ce pauvre Villedieu est un assassin, monsieur le commissaire. D'accord, mais selon vous, pourquoi Suzanne Villedieu, enfin Suzanne Morin si vous préférez que nous l'appelions ainsi, vous avait-elle demandé de faire ce serment? Parce que c'était la plus honnête et la plus scrupuleuse des femmes. Elle n'aimait pas son mari, c'est assez compréhensible. Mais elle avait pour lui plus que de l'amitié, de la reconnaissance. Le sentiment d'une dette envers l'homme qui l'avait aidé à réussir. Le soir du drame, elle est venue. Elle nous a dit que son mari l'attendait en bas dans la voiture pour la conduire à Montargis. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour la dissuader de partir. Je lui disais, c'est une imprudence folle, pourquoi ne prends-tu pas le train? Mais elle était téméraire et elle aimait le risque. C'est elle qui a inventé l'histoire de la lecture. Oui, elle avait même imaginé de m'apporter une paire de gants appartenant à Villedieu pour lui faire croire qu'il les avait oubliés chez moi. Et elle disait, si je n'en reviens pas, vous direz tous qu'il était avec vous, j'y tiens. Il me brutalisera peut-être, je me défendrai bien sûr. Il est possible que j'aie le dessus, mais si c'est moi qui succombe, il ne se souviendra de rien. Je ne veux pas que cet homme-là meure sur l'échafaud. Voilà comment elle était, notre Suzanne, monsieur le commissaire. Mais maintenant, cette situation est devenue intolérable. Savoir que cet individu va finir ses jours tranquillement et qu'un innocent risque de payer à sa place, cela, non, nous ne pouvons pas l'admettre. Tous mes amis se rétracteront comme moi. Vous arrivez un peu tard, monsieur Martineau. La nuit dernière, quai du Louvre, Villedieu a été renversé par un camion qui allait aux Halles. Fracture du crâne. Il est mort en arrivant à l'hôpital. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Une des légendes de la marine veut que certains navires soient maudits, et c'est cette légende qui inspira certainement Léonce Payard lorsqu'il écrivit Les pestiférés du Roseméré que vient de publier Artem Fayard. En quoi consiste la malédiction qui pèse sur le cargo mixte Roseméré, affecté au transport des marchandises sur la ligne Londres-Bombay et qui comporte en outre 6 cabines pour des passagers? Simplement en ceci, c'est que depuis quelque temps, au cours de chaque voyage, un accident mortel endeuille à bord le parcours, tant et si bien que la compagnie qui arme le navire décide de faire la lumière sur ces drames et de prouver que les légendes les plus invétérées pourraient bien puiser leur source non dans l'au-delà, mais dans la réalité. Et comme le second du capitaine, un certain Edwards, a été assassiné lors du voyage précédent dans le port de Lisbonne, le détective Watkinson, spécialiste des enquêtes marines, est engagé en tant qu'ancien marin pour prendre la place du second. Il se trouvera ainsi sur place pour mener une enquête qui débridera l'abcès. Une des qualités du livre de Léonce Payard, c'est qu'il est bien évidemment le livre de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Dès le départ des docks et tout le long de la Tamise en remontant vers la haute mer, quiconque connaît ces étranges paysages ne peut que saluer l'exactitude avec laquelle ils sont décrits. Or, avant même que le pilote ait rebroussé chemin, un accident qui aurait pu être mortel atteint un jeune officier un peu trop galant que Watkinson, au mépris d'ailleurs des lois de la marine marchande, a envoyé vérifier l'arrimage d'une cargaison de rails. Un rail tombe en travers des jambes de l'officier que l'on est obligé de ramener à Londres en très mauvais état. Ce n'est pas tout. Le trajet est ponctué d'incidents et de drames plus mystérieux les uns que les autres. Mais Watkinson veille, le pire sera encore le retour. Causé par les rats, la peste se déclare à bord. Et c'est à la faveur, si l'on peut dire, de cet épouvantable fléau dont l'auteur ne nous ménage pas les descriptions réalistes, que Watkinson, au péril de sa vie, parvient à traquer l'assassin. Que fait-on des navires qui portent à leur mât l'oriflamme jaune de la peste? Au large de Gibraltar, le navire sautera avec ses rats et l'assassin que nous ne saurions nommer. Reconnaissant de grandes qualités à cette traversée de cauchemar, ainsi qu'au personnage fort original de Watkinson.
Les pestiférés du roseméré par Léonce Payard est publié chez Artem Fayard. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Décidément, le metteur en scène américain Robert Wise, qui nous avait donné tant d'espoir il y a 10 ans, avec le remarquable « Nous avons gagné ce soir », est loin d'avoir tenu ses promesses. Parmi les films qu'il a réalisés depuis cette époque, le meilleur se mêle au pire. Le dernier en date de ces films, Le coup de l'escalier, est plutôt du côté pire. Et cela pour une seule raison, la médiocrité, pour ne pas dire plus, du sujet. Il est inconcevable que des metteurs en scène ayant le talent de Robert Wise acceptent de tourner des scénarios aussi pauvres et usés que celui du coup de l'escalier. De quoi s'agit-il donc? De la plus banale, basse et même sordide histoire de hold-up. 3 personnages s'associent pour cambrioler une banque. Bon, mais avant de conclure leur pacte, ils nous racontent leur vie, ou on se charge de nous la raconter pour eux. C'est interminable, sans aucun intérêt, et l'on a envie de crier à tous ces pauvres gens « Pressons, pressons », car on devine tout de suite que le film est surtout fait pour le hold-up, et que l'on va nous couper le souffle avec un suspense magistral. Malheureusement, nous continuons à respirer avec la plus grande aisance quand les gangsters cambriolent la banque. Pourtant, Robert Wise, là, a très bien joué son jeu. Sa mise en scène est précise, directe, efficace. Hélas, il est trop tard. Pendant plus d'1 heure auparavant, on nous avait assommés avec les drames particuliers de chacun de ces messieurs. On essayait de nous montrer pourquoi ces 3 personnages, dont l'un est un ancien policier, en étaient arrivés à décider ce hold-up. À ces explications de vol s'ajoute un détail supplémentaire. L'un des 3 est un musicien noir et parmi ses 2 complices se trouve un raciste qui, lorsque l'affaire tourne mal, ne va pas manquer de rendre l'homme de couleur responsable de l'échec. Sur cette banale histoire de hold-up se greffe donc un conflit racial. Malgré le talent de Robert Wise, tout cela n'est pas d'un puissant intérêt. Robert Ryan et Harry Belafonte sont de bons comédiens, mais cela ne suffit pas à sauver l'entreprise. Enfin, la dernière séquence du film, une poursuite sur les hautes cuves d'un gazomètre, puis l'explosion de l'une d'elles, paraît vraiment plaquée sur l'histoire uniquement pour permettre au réalisateur d'exécuter un numéro d'acrobatie technique. C'est du cabotinage de metteur en scène tout à fait gratuit. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Crime sur la Nationale 7, film radiophonique de Pierre Roland d'après le roman Illégitime défense de Pierre Signac, avec André Valmy dans le rôle de Villedieu, Louis Arbessier dans celui de Laërce et, par ordre d'entrée en onde, Pierre Vernier, Rosine Favet, Jacques Hilling, Geneviève Morel, Nelly Delmas, Gaëtan Jor, Lucienne Gibry, Marie-Jeanne Gardien, Henri Virlogeux, Ginette Franck, Jean Bollot, Raymond Pellissier et Maurice Chevitte. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Pantaloni et Sam Nieswiski. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.